Vendredi 21 novembre 2014 à Pont-du-Casse, en Lot-et-Garonne, entretien avec Denise Bourgois, assistante sociale du camp de Bias, ou CARA, c'est-à-dire Centre d'accueil des rapatriés d'Algérie. Alors, Madame Bourgois, si vous voulez bien, on va commencer par vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand vous êtes née? Je suis née un 25 février 1926 à Alger. Je suis algéroise et méditerranéenne, par les origines de mes parents, qui eux venaient des îles Baléares, de mes grands-parents, qui eux venaient des îles Baléares. Mes parents, eux, sont nés à Alger. J'y ai fait mes études d'infirmière et d'assistante sociale. Alors justement, quelle a été votre motivation? Pourquoi êtes-vous devenue assistante sociale et infirmière? Il s'est trouvé que, au cours de mes études, à l'école primaire supérieure, à l'époque, je n'ai pas passé le bac, mais un brevet supérieur de l'époque, un de nos professeurs a créé une section d'éclaireuses de France, dans laquelle je suis entrée. Et cette association avait comme un projet de démarrer, créer une bibliothèque dans la Casbah. On a donc fait un regroupement de livres, on les a arrangés, et j'ai pris contact avec toute une autre société avec laquelle je ne vivais pas en relation proche, parce que les deux sociétés étaient séparées. Et là, j'ai fait connaissance d'une assistante sociale. Et voilà, j'ai eu envie de m'orienter vers un service. D'accord, donc vous avez... Il y avait autre chose. Au brevet supérieur, on avait le choix entre deux langues, l'arabe et l'anglais. L'arabe. Et mon père a dit, nous sommes un pays où on parle arabe. J'ai donc appris l'arabe au brevet. Voilà. Et que faisaient vos parents? Quelles étaient leurs professions? mes parents étaient des gens très simples. Mes grands-parents étaient illettrés, venant des îles Baléares. Et mon père privilégiait beaucoup le savoir, l'instruction. Lui-même était donc un étranger en 14-18, mais c'était la guerre et il se sentait français, il voulait s'engager. Son père a dit qu'il ne donnait pas l'autorisation pour qu'il aille se faire tuer. Il a attendu sa majorité et il est entré dans la marine nationale sur ce bateau, le Victor Hugo. Et donc nous sommes français, voilà. D'accord, il a fait carrière dans la marine, c'est ça? Ah non, non, il a fait la guerre. D'accord, d'accord. Non, au retour, mon père a travaillé dans un magasin d'alimentation en gros, qui était dans la Casbah justement, avec beurre et fromage arrivage à tous les courriers. Donc après, on a été séparés de la France en 1939. Beurre et fromage n'arrivait plus. Il a été mobilisé. Et au retour, il a pu entrer dans une banque, à la Société Générale, comme garçon de course. Et maman faisait des travaux de couture à domicile pour élever leurs deux enfants. D'accord, donc vous aviez un frère, une sœur? Ma sœur. D'accord, donc vous Alors étiez... ma sœur, elle, a pu réaliser le rêve de mon père, c'était qu'on soit enseignante, maîtresse d'école, le savoir. Et moi, j'ai un petit peu heurté la famille quand même, surtout par mon départ au Maroc, après mes études, ma formation. Parce que je trouvais qu'en Algérie, enfin, qu'au Maroc, on s'occupait davantage de l'aide à apporter, de l'accompagnement des milieux musulmans. Alors justement, quel a été votre parcours
depuis la fin de vos études jusqu'à votre arrivée en métropole au camp de Bias? Alors, au Maroc, j'ai passé 10 années, les premières en pouvant exercer dans les meilleures conditions ce rôle, cette place d'accompagnement des enfants d'un orphelinat à Meknès, les soins en hygiène scolaire et l'accompagnement en protection maternelle et infantile. Et puis j'ai rencontré mon mari, qui lui aussi se voulait au service. Il était ingénieur agricole. Et après notre mariage en 1953, il est entré dans les services du paysanat au Maroc. C'était permettre à l'agriculture marocaine, au FELA, de découvrir, de participer à... Alors, ma première fille est née en 1955 à Berkane, dans le Maroc oriental. Notre second, on voulait une grande famille. Le second est mort, peut-être faute de soins, au Maroc, à 1 an. Et j'attendais le troisième. On s'est dit, le Maroc devenait indépendant. Pour les enfants, on a pensé qu'il fallait quitter le Maroc. Aller en Algérie, c'était la guerre, où était toute ma famille. C'était la guerre en 55, 56, 57. Alors, je me suis exilée en France avec mon mari. Et on a cherché... et un de ces... Enfin, on lui a proposé un travail un laboratoire d'analyse de sol. Le laboratoire était à Gargenville, dans la région parisienne. Et tout le territoire français était... Donc on lui a donné, on l'a recruté. Et la moitié de l'Aquitaine. Et oui. Et le directeur d'Argenville lui a dit Agen comme centre. Et on n'a pas quitté le Lot-et-Garonne. Je n'ai pas quitté le Lot-et-Garonne depuis. J'ai cherché il fallait travailler en France, même avec 4 enfants. Mon premier poste a été le camp de Sainte-Livrade, avec les Eurasiens qui, eux, arrivaient d'Indochine après Dien Bien Phu en 59, oui, ma fille est née en 58. Et puis là, alors, nous avons eu la mauvaise idée de vouloir une exploitation agricole qui nous a... ça a été un échec. Et j'ai repris mon travail, et là, c'était 64. Et on m'a proposé le centre d'accueil des Harkis. Les Harkis venaient. Et je me suis retrouvée à reparler arabe voilà, pendant 10 ans. Alors, où était situé ce camp de Bias? Entre Villeneuve et Sainte-Livrade, ce camp avait été installé un peu avant la guerre de 1939, parce que sur le grand plateau de Casseneuil, il était question de créer une poudrerie qui n'a jamais été faite. Et ces bâtiments étaient pour loger les travailleurs. Et il y avait les mêmes genres de bâtiments à Sainte-Livrade, les mêmes installations. Mais le camp de Bias est à 1 kilomètre à peu près de la ville, du bourg. Et Bias est un petit bourg, était un bourg peu important. Là, vous parlez de Sainte-Livrade, c'est ça? De Bias. Ah, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, Bias n'était pas loin de Sainte-Livrade. Non, Sainte-Livrade, c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, au début, les 2 camps ont été occupés par les Eurasiens. Et c'est en 63, quand il a fallu trouver une place pour les familles de Harkis qui arrivaient,
que les derniers, on a regroupé les Eurasiens à Sainte-Livrade, le CAFI, Centre d'accueil des Français d'Indochine, et le CARA a existé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce CARA a été mis en place, administrativement parlant, un peu comment ça s'est fait? Alors, je n'étais pas au début. Les premières familles sont arrivées en janvier 63. Et moi, ça a dû être en 64 que je suis arrivée là. Pendant les 10 années où j'ai travaillé, nous avons changé de ministère. Ça, je l'ai noté quelque part parce que je l'ai retrouvé hier. Je pense qu'on était à un moment au ministère de la Santé publique. On est passé au ministère du Travail et ensuite et des Affaires sociales. Et ensuite, on a fini au ministère de l'Intérieur. Et c'est peut-être là où on n'était pas assez proche des décisions, des problèmes qui auraient pu être pris en main. Ce n'était pas localement, sur le département, que les solutions étaient recherchées. Par contre, elles l'ont été, mais trop tard, à mon point de vue, vers 73, 10 ans après, quand des mouvements de contestation, de révolte se sont manifestés. Alors là, le préfet de l'époque, M. Feuillolet, a organisé des journées de travail. Il venait tous les mois à Bias, j'y ai participé. Il y a tout un compte-rendu de ces journées. Et les problèmes ont été abordés avec les différents services de l'enseignement, de la jeunesse et des sports, du travail, de la santé, enfin, de la gendarmerie aussi. Tout a été médicaux, enfin, les problèmes ont été pris localement. Et des solutions, quelques solutions, ont pu être apportées, dont une très importante qu'on aurait pu faire beaucoup mieux avant. Les enfants. Il y a la moitié de la population de Bias étaient des jeunes. Et pour eux, c'était l'école à l'intérieur du centre. Donc peu de stimulation. Les parents analphabètes ne pouvaient pas les aider dans leurs études. Aucun contact avec les jeunes de leur âge, de l'extérieur. Et des retards scolaires qui se sont accumulés au fil des années. Par contre, l'école maternelle était bien à sa place, à mon point de vue. Il y a eu beaucoup de naissances à Bias. Je ne voudrais pas dire un chiffre faux, mais... Donc, la protection maternelle et infantile fonctionnait à plein. Les bébés allaient très bien. Si vous avez vu les photos de l'école maternelle 3 ans après, les enfants sont en bonne santé et la vie, à ce moment-là, les frères et sœurs accompagnent les petits à l'école, ou les papas ou les mamans vont les chercher. Pour l'école maternelle, c'était bien. Pour les plus grands, heureusement, on a pu quand même, pendant les vacances, faire appel à la Fédération des œuvres laïques qui a inscrit en grand nombre tous les enfants qui pouvaient partir en colonie de vacances. Et là, ça a été le... Mais la première année, les familles, les parents étaient complètement désorientés. Où allait-on envoyer leurs enfants? Si, je crois, on leur avait demandé « Voulez-vous que vos enfants ?» Les mamans auraient peut-être dit non. Les pères avaient l'habitude d'obéir à l'autorité. Mais le directeur a pris une autorité et donc il fallait envoyer les enfants. Mais les mamans pleuraient au départ, c'était la première année, tout s'est très bien passé. Et quand les enfants sont revenus, eux étaient ravis.
Et après, c'est eux qui réclamaient, j'ai été à la mer, je veux aller à la montagne, voilà. Alors, si vous voulez bien, on va revenir un petit peu en arrière. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée au camp de Bias? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Non, parce que moi-même, j'étais prise dans mes problèmes familiaux et personnels. Par contre, tous les 10 années que j'ai passées, elles sont inoubliables. Et j'ai des quantités de souvenirs, de choses qui m'ont marqué, je ne sais pas lesquelles. Alors, avant de venir à vos souvenirs les plus marquants, ce qui vous reste en mémoire, est-ce qu'on peut planter un petit peu le décor? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment était fait ce camp, comment il était organisé, les bâtiments? Oui, je peux quand même répondre à votre première question. Quand je suis arrivée donc au début, je le mets dans mon compte rendu, le camp était d'aspect assez militaire, évidemment. Le courrier était apporté par un vaguemestre, un rapport qui avait lieu sur la place du camp. Les hommes étaient devant et les femmes seules se faisaient représenter, selon un petit peu les coutumes ancestrales. Et le courrier, c'était du courrier administratif, et il y avait donc des services administratifs qui permettaient de mettre en place toutes les demandes toutes les déclarations de sécurité sociale, de grossesse, et mettre en route les dossiers de demande de pension pour toutes ces personnes qui étaient là. Ce qui m'a frappé, je pense aussi au début, c'est le sort de ceux qu'on a appelés les célibataires, des hommes seuls, engagés très tôt, peut-être à 16 ou 18 ans, quand leur village a été rapproché de la surveillance militaire, de la protection. Ces jeunes n'avaient rien, plus d'activité rurale, et beaucoup se sont engagés comme harkis. Et ceux qui ont été blessés et qui n'ont pas pu rester en Algérie sont venus seuls. Et aussi des hommes mariés, mais que la famille de l'épouse a retenu l'épouse et les enfants. Donc ils sont revenus aussi blessés, invalides, quand ils n'ont pas été tués, évidemment, comme beaucoup. Et ces hommes formaient un groupe de personnes très touchées physiquement et psychiquement. Il y a pas mal d'amputés physiquement, et aussi la presque totalité de ces personnes ont dû être soignées et suivies en hôpital psychiatrique par la suite. Et pour eux, c'était vraiment être les exclus d'exclus. Parce que dans la société, dans la famille musulmane, la maison est le domaine féminin et il n'y a pas de place pour accueillir, pour faire entrer d'autres hommes. C'est donc dans un isolement, une détresse qu'ils ont dû vivre. Jusqu'à l'arrivée, mais elle a été un peu tardive, de ce prêtre ouvrier qui a vécu parmi eux et qui a pu créer avec eux et pour eux un atelier d'ergothérapie qui était une autonomie, enfin je ne sais pas, un peu de créativité. Une aide psychologique peut-être?
Alors il y a tout un rapport du père Berlet dans le livre, là, puisqu'il a pu donner son témoignage à l'auteur de ce livre. D'accord, et donc le livre, ça s'appelle L'action sociale de l'armée en faveur des musulmans 1830-2006 par Maurice Fèvre. Général Maurice Fèvre, oui, 1830-2006. Oui, il a donc inclus l'arrivée. L'Harmattan, c'est ça, oui. Je crois. Voilà. Alors il y a le père Merlet là qui parle de son. Donc le père Merlet, c'était le prêtre ouvrier que vous avez évoqué. Oui. Les psychiatres, enfin, le voilà, prêtre ouvrier, éducateur et aide ménager, chargé par la DAS en janvier 73. C'était bien tard, déjà. Il y est resté jusqu'en 88, je crois. Est-ce qu'on peut dire que Bias était un camp réservé aux personnes blessées physiquement et moralement? Oui. Et aussi aux personnes sans ressources, les personnes âgées, les femmes abandonnées ou seules. Alors sans ressources, dès le début, il y a eu parmi les personnes, les familles accueillies à Bias, les veuves de guerre. Pour elles, la sollicitude a été rapide et efficace, parce qu'elles ont eu une pension de veuves de guerre et les enfants ont été pupilles de la nation, ce qui a permis tout de suite des possibilités de vivre plus normalement. Et ces personnes, la plupart de ces familles que j'ai connues au début, ont quitté Bias très vite et ont pu vivre et faire vivre leurs enfants ce qu'elles souhaitaient, d'une manière plus autonome, plus libre. Et les enfants, je suis toujours en contact avec l'une ou l'autre de ces dames, qui sont devenues, alors bien plus tard, mais ça c'est mon histoire personnelle, des amies pour quelques-unes, parce qu'à ma retraite, j'ai fait de l'alphabétisation et j'ai retrouvé les unes ou les autres, quelques-unes. Alors, vous venez d'évoquer les ressources, les pensions que certaines personnes touchaient. Et je dirais, de façon générale, quelles étaient les ressources pour vivre dont disposaient les familles qui étaient à Bias? Alors, c'est évidemment des ressources faibles. Ces familles ont vécu dans la pauvreté. Il y avait les allocations familiales, puisque le nombre d'enfants, les carnets de grossesse qui permettaient les allocations prénatales, postnatales et les primes d'allaitement, tout ça se faisait très ponctuellement et était bien sûr apprécié. Et puis, un service qui s'est installé très vite au début pour l'étude des personnes pouvant prétendre à des pensions pour l'invalidité dont ils étaient porteurs. Les plus grands invalides ont ainsi pu bénéficier de retraite, de pension, et ont quitté le camp. Il y a eu beaucoup de va-et-vient dans le camp, d'arrivée et de départ. Mais ceux qui sont restés étaient les plus démunis, les plus pauvres, qui n'avaient pas de pension d'invalidité suffisante pour avoir des ressources plus importantes, qui n'avaient pas de possibilité de travail malgré tout du fait sans formation professionnelle, sans. Par contre, du côté des femmes, elles se sont mises au travail dans les usines de la région, un peu de la même manière que les Eurasiennes aussi ont travaillé dans les champs, dans les usines. Les jeunes filles aussi J'ai remarqué aussi qu'il y avait peut-être plus de motivation pour l'étude et le travail du côté féminin que du côté masculin.
Bon, du côté des hommes, ils ne pouvaient pas, mais les jeunes, quelquefois, j'ai revu toute une série d'études qui ont été demandées par M. Feuillolet, le préfet, sur la situation de tous ces jeunes. Et il y avait beaucoup d'oisifs parmi certains de ces jeunes. Les centres de jeunesse qui fonctionnaient dans les Pyrénées-Atlantiques ont pu être appréciés par certains et complètement refusés par d'autres. Pour ceux qui les ont appréciés, ça a pu leur apporter une ouverture, une formation, des habitudes de vie qui permettent davantage de vivre. Et pour les autres, ça a été une blessure parce que là, l'autorité, il y avait même quelquefois des ordonnances du juge des enfants. Il fallait s'incliner devant cette autorité. C'était moi qui faisais bien sûr les demandes de prise en charge de la DAS pour chacun de ces jeunes qui partaient dans ces centres de jeunesse. Et j'avais su que la DAS d'Agen ne devait refuser aucune prise en charge. Le budget ne comptait pas. Enfin voilà. On avait donc liberté de pouvoir aider, entre guillemets, ces enfants. Dans ces centres de jeunesse, il y avait une relation entre les cadres, les éducateurs et le camp. Et ils venaient rencontrer les familles et nous y allions aussi avec les familles pour qu'elles se rendent compte de la manière dont leurs enfants étaient pris en main. Alors tout à l'heure vous disiez que les familles, en fait il y avait beaucoup de passages que les familles ne restaient pas à Bias, sauf quelques exceptions. En général, combien de temps les familles restaient? C'était très très fluctuant, chacune réagissant selon l'avancement de son dossier, des ressources. Et pour certaines, il y avait des parents à elles établis en France, dans telle ou telle région, des personnes de leur famille qui avaient pu, parce que, oui, dans un camp comme Rivesaltes, il y avait des équipes socio-administratives qui essayaient de voir quel était l'avenir possible de toutes ces familles. Alors, pour ceux qui pouvaient entrer dans une usine, il y a eu, j'ignore le détail, mais je l'ai quelque part, des villes comme Dreux ou qui ont pu accueillir des groupes entiers, Dijon, et qui se sont installés. Pour cela, ces personnes-là pouvaient déjà, parlant le français, ayant peut-être un métier, très vite avoir une profession. Pour ceux qui avaient encore une capacité physique, mais pas d'instruction, c'est les fameux chantiers forestiers. C'est le ministère de l'Agriculture qui a créé ces chantiers et qui a, donc dans un chantier forestier, il y avait une vingtaine de familles dans un lieu qui étaient embauchées par le ministère de l'Agriculture dans les chantiers forestiers.
je crois qu'il y a eu 75 chantiers forestiers. Ça fait un grand nombre. Dans toute la France. Oui, oui. Ah oui. Et qu'en 75, il en restait 45. J'ai calculé que ça faisait beaucoup de personnes qui ont pu reprendre pied autrement. Parce qu'un chantier forestier, c'est quand même un endroit un peu isolé, un peu à part de la vie habituelle, normale. Alors, d'où venaient les familles qui arrivaient à Bias? Alors, la première grande arrivée en janvier 63 venait de Rivesaltes, où on avait établi que ces personnes étaient, les mots ont été durs quand on les lit, incasables, irrecasables. Par la suite, il y a eu d'autres raisons. Je me souviens d'une arrivée de quelques familles dans le courant de mes 10 années. Les chefs de famille, on avait détecté une tuberculose chez les chefs de famille dans différents chantiers, dans différents coins. On avait rassemblé ces familles. Tous les malades ont été au Sana de Montbran chez nous, là en Lot-et-Garonne, et les familles ont été accueillies à Bias. Une autre arrivée plus importante et plus tragique, en 68, après des échanges entre la France et l'Algérie, des harkis qui n'avaient pas été tués, mais emprisonnés dans des geôles du Sahara ou même maisons carrées, enfin, ont été libérés et ont pu revenir en France. C'était beaucoup des Kabyles. Ils ont pu, c'était la Croix-Rouge qui a dû organiser ce retour, rassembler leurs familles, pour les familles qui ont voulu les suivre, et ils sont arrivés à Bias en 68. Mais là, de gros problèmes pour les jeunes, pour les enfants, parce qu'en Algérie, ces fils de traîtres ne pouvaient pas aller à l'école. Ils n'étaient pas scolarisés. Et il y avait donc un gros rattrapage scolaire à faire. Un centre a été créé à Ongles pour permettre à ces garçons de rattraper, de se former.